on ne fait que de l'huître née en mer. Il y a une autre catégorie d'huîtres qui est une huître triploïde de laboratoire dans laquelle on a mis des antibiotiques pour la booster. Nous, on ne veut pas de cet aliment-là et qu'on ne propose que de l'huître née en mer. Food Revolution, une série documentaire de Vina Irigi et Émilie Langlade, réalisée par Julio Arcalafanti. Manger est un acte politique. Ce que l'on met chaque jour dans nos assiettes, ce que l'on mange, détruit notre planète. L'agro-industrie a normalisé un système glouton, toxique, qui s'est emballé et ne prend soin que de son propre profit. Cette première saison, No Woman, No Food, partage la voix de 7 femmes du monde qui révolutionnent à leur échelle les systèmes alimentaires. Paysannes, activistes, gardiennes d'un héritage culinaire menacé, elles ont choisi de cultiver un autre rapport à la terre, à contre-courant du modèle dominant. Des histoires de rébellion, de résistance, de gastronomie, de révérence à la nature qui résonnent depuis 4 continents. La terre gronde, leur voix s'élève. La Food Revolution est en marche. La majorité des clients ne prennent absolument pas conscience du temps passé sur la douzaine d'huîtres qu'ils vont acheter sur nos marchés ou qu'ils vont déguster en terrasse. Mais c'est effectivement, quand on leur dit qu'il faut 3 ou 4 ans pour avoir cette huître dans leur assiette, là, ils disent « Ah oui, quand même !» Sylvie Leray, ostréicultrice d'huîtres nées en mer, la Belle du Pénerf, Bretagne Sud. Pour une personne qui n'est pas dans le domaine de l'ostréiculture ou qui n'est pas dans le domaine agricole, se rendre compte du travail qu'il y a derrière, c'est compliqué. C'est compliqué, je trouve, de le mettre en avant. Donc en fait, une huître, on la prend en gros entre 25 et 30 fois dans nos mains avant qu'elle soit dans l'assiette du client. 25 à 30 fois sur 3 à 4 ans. Donc c'est énorme sur la quantité d'huîtres. On aura beau dire qu'on fait des heures, qu'on compte pas nos heures, qu'on est comme des agriculteurs, qu'il nous faut 3 à 4 ans de travail. Le prix qu'on devrait mettre pour valoriser cette douzaine d'huîtres sur laquelle on a passé tant d'heures ne serait pas accessible. C'est impossible, sinon on vendrait pas nos produits, ça serait trop cher. On va dire que le Tour du Parc, c'est le bout de la presqu'île de Rhuys. Et donc, on est situé à Pencadénic, qui est le bout du Tour du Parc. Pencadénic, c'est la route de l'huître. Et donc, on a un certain nombre de chantiers ostréicoles qui sont là. Certains font du gros, d'autres de la vente directe. C'est pas désert, ça reste plutôt à l'état naturel. C'est pas un site hyper touristique comme d'autres points le sont sur la presqu'île de Rhuys. On est hors du temps, c'est paisible, on est bien. C'est pas la cohue des gros spots, même si nous on a un spot extraordinaire. On part à la marée, soit en tracteur, on a des parcs qui sont accessibles en tracteur, soit en chaland, donc c'est notre outil de travail sur la mer. Physiquement, je dirais que pour une femme qui n'est pas née sur l'activité d'ostréicultrice, c'est-à-dire que moi je l'ai pris en cours de route à un certain âge, je suis grande, j'ai un peu de muscles, mais le dos forcément en prend un coup. C'est fatigant physiquement d'aller à la marée parce qu'il y a du poids à soulever régulièrement. Il faut tenir la marée. Et moi, je me rends compte qu'effectivement, là, maintenant, actuellement, je viens d'avoir 50 ans, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des femmes qui sont là encore après 70 ans. On en connaît une qui est pas très loin d'où on est.
et qui fatigue sérieusement, mais qui continue à aller à la marée avec son mari. Moi, je sais qu'à 70 ans, je n'irai plus à la marée avec mon mari, c'est sûr. Depuis les parcs à huîtres qui font la fierté de la gastronomie française, se joue une lutte invisible pour défendre un modèle alimentaire en danger. L'huître traditionnelle, née en mer, est une huître en résistance. Seuls quelques irréductibles comme Sylvie conservent une production qui provient entièrement du milieu naturel. Un choix à contre-courant de la tendance actuelle, où les laboratoires et les écloseries privées reproduisent artificiellement l'huître creuse. Ce combat n'est pas sans rappeler celui mené par certains agriculteurs contre les multinationales qui vendent des semences stériles. Dans le cas de Sylvie, c'est l'amour pour un ostréiculteur visionnaire qui l'a transformée en sentinelle de la mer. Je n'ai commencé à manger des huîtres qu'à l'âge d'une quarantaine d'années. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et peut-être parce que j'aimais l'ostréiculteur, j'ai appris à aimer les huîtres. C'est possible. J'ai rencontré Laurent sur le marché. Et ce qui m'a plu, effectivement, c'est le contact qu'il avait avec les clients. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, j'ai commencé moi aussi à parler avec les clients alors que je n'y connaissais rien du tout au niveau des huîtres. C'était assez drôle. Et certains de ses clients lui ont dit « Ah, c'est votre femme ?» « Ah non, pas du tout, on vient de se rencontrer. » Donc on a eu un espèce de match, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ce contact pour vendre un produit que je connais maintenant bien. Donc plus ça va, plus on est à l'aise effectivement pour le vendre. Ça, c'est l'aspect que j'adore. J'avais jamais rencontré d'ostréiculteur. Les huîtres, c'est mes grands-parents qui les achetaient à la période de Noël. J'ai pas été élevée dans le fait de manger des huîtres régulièrement. Donc c'est vraiment Laurent qui m'a tout appris sur les huîtres. En fait, moi, je travaillais rapidement dans une chambre de commerce. Je travaillais au service création et reprise d'entreprise. La première fois on va dire que j'ai travaillé avec les huîtres, avec Laurent, c'est à Gênes, sur le salon Slowfish à Gênes. Ça a été ma première expérience de vente des huîtres ouvertes, forcément, puisque c'était de la dégustation. Et donc, petit à petit, j'ai pris un petit peu d'administratif au niveau de la société pour libérer un petit peu Laurent. Je l'ai accompagné au marais pour l'aider à tourner les poches, à mettre des poches en parc. Enfin voilà, j'ai appris le métier au fur et à mesure parce qu'au fur et à mesure, j'ai réduit mon temps de travail où je travaillais avant pour passer un peu plus de temps avec lui jusqu'au jour où j'ai pu être libérée complètement du travail que j'avais pour travailler complètement avec lui parce qu'il y avait matière à ce que je sois à temps complet, voire plus, au sein de l'entreprise. Slowfish fait partie du mouvement international Slow Food, qui combine le plaisir gastronomique avec un profond respect de l'environnement, en opposition à la fast food. Et dans ce cas précis, en opposition à l'industrialisation de la culture de l'huître. La démarche de Sylvie représente tout un symbole. C'est la poursuite d'un savoir-faire artisanal, ancestral, témoin de la qualité des eaux et d'une saveur particulière. Mais la France est le premier producteur d'huîtres à l'échelle de l'Europe. L'appétit pour les marchés mondiaux est énorme. Comme toujours, la recherche de profit amène à trafiquer le vivant. Alors évidemment, le rapport de force est inégal entre l'huître née en mer et l'huître triploïde, qui est un animal stérile créé par l'homme. Je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'on mange. Il faut être vigilant à la provenance de nos produits. Il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'étiquetage huître naturelle, huître triploïde. Et on demande cet étiquetage depuis des années, ça ne se fait pas. Le seul moyen de mettre en avant, nous on a le logo ostréiculteur traditionnel, puisqu'on fait partie de cette association d'ostréiculteurs traditionnels qui certifie, entre guillemets, qu'on a des huîtres nées en mer, donc naturelles. Donc on met en avant ça, mais on dit de poser la question. Si en face de le vendeur est
on va dire, droit dans ses baskets, il peut leur répondre que c'est de l'huître des 4 saisons. L'huître des 4 saisons, c'est joli en soi, mais cette huître-là, c'est une huître triploïde et modifiée. Nous, on fait de l'huître née en mer, naturelle, et à partir de là, on est clair avec le client. Alors, l'huître née en mer, donc le captage de l'huître, nous, on le fait sur des tubes. On les met à capter. Alors, on a, nous, une zone de captage sur Pénétin, puisque l'eau est favorable au captage. Le naissin vient se coller sur les tubes. Et donc, il nous faut à peu près entre 3 et 4 ans de travail pour obtenir une huître vendable, notamment la numéro 3, qui est la moyenne. Notre huître devient laiteuse à une certaine période, à la période de l'été. L'huître de laboratoire, en fait, à l'origine, a été créée pour pallier à la saison de la laitance de l'huître née en mer. Donc c'était, voilà, elle avait été créée pour ça, pour dire, on peut continuer à vendre une huître non laiteuse pendant la période d'été où les huîtres nées en mer sont laiteuses. Et puis, ils se sont rendus compte à un moment donné que c'était facile d'avoir cette huître-là. Et puis, il y a eu de plus en plus de demandes pour continuer à travailler avec cette huître, puisqu'il fallait seulement 2 ans, à peu près 1 à 2 ans de travail pour obtenir une huître vendable. On n'est pas plus cher que ceux qui font de l'huître triploïde. On est même des fois en dessous au niveau du prix, sur nos marchés en Bretagne, par exemple. Mais c'est de pouvoir laisser la possibilité à tout le monde de manger un produit sain, non trafiqué, mais de continuer sur cet objectif, même si effectivement c'est plus de travail, puisque le naissin vient, le captage vient sur les tubes. À un moment donné, on enlève le naissin pour le mettre en poche. On change les poches régulièrement au fur et à mesure que l'huître grossit. On tourne les poches régulièrement dans les parcs également pour que les huîtres puissent manger toutes de la même façon. Voilà. Et puis après, il y a le calibrage. Nous, on n'est que 2 dans l'exploitation. Donc effectivement, au niveau de tonnage, on est à peu près à 35 tonnes par an et on ne peut pas aller au-delà. On sature à ce niveau de 35 tonnes dans l'année. Les voisins, effectivement, peuvent arriver à 80 tonnes. Donc plus de moitié plus que ce qu'on fait nous. Maintenant, on reste sur cette idée de continuer à travailler sur de la qualité. On ne deviendra jamais une grosse entreprise, on le sait. C'est militant parce que si on voulait se faciliter la tâche, on passerait du côté obscur, si on veut. Et il en est hors de question. Donc oui, on est... vis-à-vis des autres ostréiculteurs autour de nous qui ne font pas du tout de naturel, je pense que certains se disent « waouh, chapeau », et puis d'autres se disent « mais ils sont complètement barjots ». Ils devraient faire de la triploïde, ça leur faciliterait le travail, ils mettraient moins de temps, ils gagneraient peut-être plus d'argent, mais c'est pas du tout notre objectif. Cette série documentaire a été réalisée en coopération avec la Heinrich Böll Stiftung France lors du rassemblement de l'organisation Slow Food International à Turin. Création sonore et musique originale de Julio Arcala Fanti. La voix que vous entendez dans le générique qui soulève l'espoir des foules est celle de l'afro-colombienne Francia Marquez, activiste féministe pour le droit à la terre. Ce podcast Food Revolution est dédié à toutes ces activistes du monde.